Bienvenue dans notre débat de ce soir. On va faire à nouveau un rapide tour de table de nos invités. Stéphane Simons, bonsoir. Vous êtes correspondant à Paris du site allemand Spiegel Online. En face de vous, Farhad Khosrow-Khavar, sociologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de Radicalisation aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Également Caroline de Camaret, journaliste à France 24, spécialiste des questions européennes. Et puis Claude Moniquet, en direct de Bruxelles, président de l'European Strategic Intelligence and Security Center, ancien membre par ailleurs de la DGSE. On revient évidemment sur cette semaine noire pour l'Allemagne. 4 attaques en une semaine seulement, 2 revendiquées par l'organisation État islamique. Claude Moniquet disait à l'instant, l'État islamique, c'est en quelque sorte le do-it-yourself du terrorisme. C'est ça sa force à ce mouvement aujourd'hui, réussir à convaincre par distance des jeunes un peu paumés, disons-le clairement? En fait, il y a des jeunes paumés et moins paumés. Le problème, c'est qu'il y a pour certains une condition socio-économique très désavantagée. Il y a par exemple les jeunes de banlieue en France. En Allemagne, le jeune germano-iranien avait une situation économique de petite classe moyenne. Ce n'était pas si mauvais que ça. Ses parents avaient travaillé. Chauffeur de taxi, mais oui, voilà, chauffeur de taxi qui gagne quand même bien son salaire, au moins 2000 € par mois, à mon avis. Par conséquent, c'est plutôt le mélange quelquefois d'une situation difficile sur le plan culturel. Ce sont des jeunes qui sont souvent biculturels, c'est-à-dire pris en étau entre deux mondes. Mais ça peut être aussi des Allemands, des Français, etc., des convertis. Je veux dire, c'est ça le problème. La complexité de ce problème, c'est qu'on ne peut pas le réduire à un seul profil. Il y a une pluralité de profils et par conséquent, on est dans une situation extrêmement complexe. Mais ce dont on peut être sûr, c'est que ces phénomènes vont se produire et se reproduire en Europe dans les années à venir. Je veux dire, il faudrait que l'opinion européenne s'habitue à ces phénomènes tout en les réprimant de manière à respecter les droits de l'homme, mais en même temps, ne pas trop les grossir pour que l'extrême droite en Europe puisse avoir, si vous voulez, c'est toute le la vent en difficulté. poupe. Justement, Caroline, vous en parliez il y a quelques instants. Il y a eu cette réaction très rapide de Barack Obama et François Hollande, pour ne pas les citer, vendredi, alors que la traque était en cours à Munich, à la recherche de ces auteurs de fusillades. On annonçait 3 hommes. Il se trouvait qu'il n'y en avait qu'un seul, qu'il était âgé de 18 ans et psychologiquement très instable. Ça a été prouvé par la suite. Ils ont apporté immédiatement leur soutien à l'Allemagne face à une période extrêmement difficile et des attaques terroristes. Les mots, ils ont été lâchés peut-être un peu trop vite. Angela Merkel, elle a été beaucoup plus prudente. Elle était en vacances, elle ne s'est prononcée que le lendemain matin. Le lendemain à 14h30 même, exactement. 20 heures après les faits. Et en fait, elle s'est fait critiquer sur les réseaux sociaux sur un hashtag Merkel ne réagit pas. Pour dire qu'il y avait une attente d'une réaction immédiate, mais elle était très prudente. Et je trouvais la bien fait d'attendre que les faits soient établis avant de se prononcer. Les journaux sont partagés sur la question de savoir si elle a été très prudente ou trop prudente. C'est Madame Petit Pas en Europe, Angela Merkel, chez elle aussi d'ailleurs. Mais ce qu'il y a d'intéressant quand même, c'est qu'effectivement, ceux qui ont démarré au quart de tour, c'est le parti qu'elle n'aime pas du tout, c'est-à-dire l'Alternative für Deutschland, qui a tout de suite qualifié de terroriste l'attaque. Et donc, d'un certain point de vue, rétrospectivement, on considère qu'elle a eu raison d'être prudente, puisque l'attaque de Munich n'était pas d'origine terroriste, mais bien, on a dit alors un fait isolé, amok, comme vous dites si bien. Amok, ça veut dire un déséquilibré. Mouti, c'est la mère de la nation. Et en tant que telle, elle ne prononce pas des mots définitifs trop tôt. On le voit encore récemment. Quand l'Allemagne plonge dans la terreur, et c'est le cas, parce qu'on sent bien qu'il y a effectivement une accumulation d'événements pour l'Allemagne qui déclenche une véritable psychose, eh bien, en vérité, sa parole a beaucoup de poids et elle la réserve, comme toujours. Et ça, c'est important, je crois. Et d'autant que Angela Merkel, ce qu'elle voudrait, c'est qu'on ne fasse pas, justement, d'amalgames qui sont en train d'être générés aussi entre eux. Finalement, sa politique des réfugiés, c'est-à-dire, attention, les réfugiés, parce qu'on voit bien qu'il y a quelques Syriens et des Afghans présumés pakistanais, on ne sait pas trop, qui sont dans le
dans ces affaires présentes. Elle ne veut pas qu'on mélange tout et qu'on dise qu'on en profite pour redire, en particulier en Bavière, où elle est sous l'influence du très, très puissant CSU, qui est son petit frère. Et même le ministère de l'Intérieur. Alors lui, il est de la CSU, justement, le ministre de l'Intérieur. Oui, mais même lui, il a renoncé à parler de terrorisme aussi bien que la police de Munich. Ils n'ont pas parlé de terrorisme jusqu'à les faits étaient clairs, c'était presque le lendemain. Et en plus, Merkel, j'ajouterais à ce que vous venez de dire sur notre Mutti, sainte patronne de l'Allemagne, c'est qu'en plus, elle a jusque-là renoncé à parler d'une guerre contre le terrorisme. On parle en Allemagne d'une lutte contre le terrorisme. Vous dites à la différence de Manuel Valls. Très intéressant, en effet, parce que le choix des mots en Allemagne est beaucoup plus posé. D'ailleurs, le vocabulaire globalement de la presse est également... la rhétorique n'est pas vraiment la même, effectivement. Qu'en France. Et il faut dire que souvent en France, effectivement, les attaques se sont révélées de véritables actes terroristes, de l'ennemi intérieur, etc. Là, on a vraiment... pendant longtemps, des hésitations. Mais en même temps, il y a une contenu. Différence majeure, c'est qu'en Allemagne, jusqu'à présent du moins, les actes terroristes ont tué un nombre de gens extrêmement limité par rapport à la France. 130 pour on était épargnés, 13 novembre, 84 pour les attentats de Nice. On est pratiquement dans des dimensions industrielles par rapport au nombre artisanal, entre guillemets, des morts en Allemagne. Puis la menace terroriste, il y a encore quelques semaines, disons-le clairement, elle ne s'était pas concrétisée en tout cas. Mais oui, et puis le problème c'est que, est-ce qu'on applique le mot terrorisme uniquement à l'islamisme radical ou par exemple à tout ce qui se passe aussi au nom de l'extrême droite ou non? C'est là aussi, par exemple, on a parlé d'un forcené pour ce qui est de ce germano-iranien, ce qui est, à mon avis, tout à fait valable, mais on a parlé de terrorisme pour ce qui est de ce Tunisien de 31 ans qui a tué 84 personnes, alors que son profil psychopathologique est quand même très, très évident. Je veux dire, le problème est aussi de savoir comment appliquer des mots à des situations sans qu'il y ait un parti pris sous-jacent et tout ça est éminemment politique. Mais oui. Mais Farak, justement, l'idée, c'est que quand vous dites on marche en guerre, on part en guerre contre le terrorisme, je crois qu'on joue le jeu de Daesh. Parce que justement, c'est eux qui veulent parler d'une guerre à même l'auteur de deuil, qu'en fait, c'est une guerre asymétrique, si on parle des guerres. Et je crois, surtout, ce qui est intéressant, ce que vous disiez avant, c'est que en Allemagne et en Europe, il va se faire accommoder à une lutte qui va durer des dizaines d'années, peut-être des générations. On ne va pas s'en sortir aussi vite qu'une guerre, ça présume quand même qu'il y a un début et un fin. Et ça suggère en plus qu'on peut la vaincre. Claude Moniquet, s'il vous plaît, vous qui êtes à Bruxelles et que c'est plus difficile pour vous d'intervenir, sur cette rhétorique qui est utilisée, alors on compare évidemment la rhétorique allemande et la rhétorique française. Partir en guerre, ça a été les mots de l'exécutif français. C'était juste, selon vous, d'utiliser ces mots, de les utiliser encore aujourd'hui ? Les Français ne sont pas les seuls à utiliser ces mots. Le gouvernement belge, qui est relativement modéré dans son expression de manière générale, a utilisé les mêmes mots. Je pense effectivement, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et je salue la presse allemande et les politiques allemands qui ont été très réservés effectivement dans la gestion médiatique de ces affaires. Mais je crois que on voit très bien quand on suit de près les réseaux sociaux qu'il y a un bouillonnement dangereux et malsain qui est en marche, qui est clairement et qui s'est très clairement accéléré de manière presque démentielle depuis les attentats de Nice, avec des messages de haine, avec un déferlement vraiment de choses épouvantables. Les gens sont fatigués de ce qu'ils pensent être une dissimulation du pouvoir. Je crois qu'ils ont tort, soyons très clairs, mais c'est un ressenti. Je pense qu'à partir du moment où on est en face d'une organisation État qui nous a déclaré une guerre, où nous menons nous-mêmes des actions de guerre, on engage des forces militaires, on bombarde, où le lien entre les actions de guerre que nous menons et les actions de représailles des terroristes semble relativement établi dans un certain nombre de cas, le mot guerre ne me semble pas excessif.
Maintenant, parce qu'il correspond à une réalité d'abord, et parce que c'est un message aussi transmis à la population. Ça n'est pas une série de faits divers, ça n'est pas quelque chose qui va effectivement s'arrêter demain. Ça mettra 10, 15, 20 ans peut-être à s'arrêter, et encore, on verra dans quelles conditions. Donc je pense qu'il faut être très prudent dans les termes, et il faut surtout être très prudent dans l'analyse de chaque événement. Ce qui est frappant dans l'affaire de Munich, enfin de la tuerie du McDonald's, ce qui est frappant dans l'affaire aussi qu'on a eue en France de cette mère qui a été agressée avec ses 3 filles dans un village de vacances, c'est que immédiatement la foule se déchaîne, les médias sociaux se déchaînent et immédiatement on parle de terrorisme, d'islamisme, de musulmans, on mélange chiites et sunnites. Justement, est-ce que le discours politique n'est pas en train de renforcer aujourd'hui cette position médiatique de l'organisation État islamique ? Non, je pense... D'abord, soyons clairs, l'État islamique n'a pas du tout besoin de nous pour renforcer sa position médiatique. L'État islamique a une propagande qui est très bien faite, la preuve c'est qu'elle fonctionne, et qui est frappante, dans tous les sens du terme, malheureusement. Donc l'État islamique n'a pas besoin de nous pour se renforcer. Je pense que la réponse à apporter à l'État islamique est une réponse de très grande fermeté. Il n'y a pas que ça, bien entendu. Il y a des causes profondes au terrorisme en Europe, il y a des causes sociales, psychologiques, etc., qu'il faut combattre, mais ça c'est du long terme. Du point de vue sécuritaire, les attentats et les morts, il est nécessaire d'apporter une réponse forte de l'État. Et dans ce cadre-là, je pense que parler de guerre n'est pas excessif. Alors justement, cette réponse de fermeté, comme le dit Claude Moniquet à l'instant, est-ce qu'on peut s'attendre justement à des décisions, des annonces de la part des autorités allemandes qui sont quand même, disons-le, assez timorées dans l'intervention extérieure C'est pas seulement une question de caractère national qui probablement est plus mesuré quand on parle de Mme Merkel par rapport même à des Français plus emportés. C'est aussi une question de présence sur les terrains d'opérations extérieures. Ouais, c'est-à-dire qu'en vérité, la France est beaucoup plus présente sur ces terrains d'opérations extérieures. Elle est en contact direct sur la lutte contre l'organisation de l'État islamique avec des frappes en Syrie. L'Allemagne n'est pas, elle est simplement en soutien logistique. L'Allemagne pourrait changer. s'est projetée dans le monde. Alors c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment parce que c'est projeté à hauteur de 3500 soldats donc au Mali, Kosovo, etc. et Afghanistan. Mais l'Allemagne, en effet, pendant longtemps, ça a été, vous l'avez dit, tout le monde l'a relevé, un peu tabou post-guerre, effectivement, que ce travail de la Bundeswehr d'aller sur les terrains d'opération extérieure, ça a été finalement, l'Allemagne a pris sur elle de se projeter davantage, elle réclame davantage de leadership en matière de défense. Il y a eu un livre vert de la fameuse Ursula von der Leyen, un livre expliquant à quel point il fallait maintenant augmenter de 7000 soldats la fameuse défense allemande, et c'est assez nouveau que cette idée d'augmentation de l'armée. Et en vérité, on sentait une inflexion, en effet, de cette Allemagne pour peser. Aujourd'hui, on est même en train de discuter, la ministre de la Défense, de l'intervention de la Bundeswehr sur le territoire intérieur en cas d'alerte terroriste. Oui. C'est très nouveau, ça aussi. Oui, mais alors là, on est dans la politique politicienne parce que la Bundeswehr peut parfaitement intervenir en Allemagne dans des cas de danger imminent à l'intérieur. L'article 34 de la Constitution le permet, et von der Leyen, parce qu'elle aspire peut-être prendre la suite de Mme Merkel, a utilisé de se mettre dans cette carrure de tout défense. Mais c'est ce que vous dites, c'est vrai, c'est que l'Allemagne, en même temps, est plus engagée depuis décembre de l'année dernière, directement en Syrie, enfin en soutien logistique, mais quand même avec elle est en retrait, clairement. En 6 tornados et une frégate qui vient accompagner le Charles de Gaulle. Et Angela Merkel, demain, elle va pas être contrainte. À la demande de la France et des États-Unis, je suis tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, ça ne fait plus débat. Et dans le livre blanc que vous venez de citer, justement, on en parle peut-être de renforcer la position à l'extérieur. Angela Merkel, demain, elle ne va pas justement être contrainte de réviser cette politique extérieure ? Oui, mais avec quand même le poids de l'histoire sur nos épaules, c'est pas le caractère, c'est plutôt le poids de l'histoire. Il y a quand même encore une réticence que moi personnellement, né d'après-guerre, je trouve très saine, de s'engager au-delà de nos frontières normales, c'est-à-dire au-delà de notre théâtre d'intervention qui est l'Europe, a priori. Et donc, il y a eu grand débat, et les sociodémocrates qui sont en coalition avec les chrétiens-démocrates auprès de Mme Merkel sont très réticents, et l'opposition est carrément contre. Les enjeux politiques, ils sont plus que jamais d'actualité. Donc l'agenda, il est assez chargé en perspective. Caroline,
Et c'est aussi peut-être... Année électorale, évidemment. Alors, septembre, des élections d'abord, en effet, plutôt locales, puis les élections 2017, Angela Merkel, qui probablement va remettre son mandat en jeu, on le pense, mais qui est maintenant un petit peu gênée aux entournures par la fameuse Frauke Petry, on a dit l'Alternative für Deutschland, qui fait véritablement campagne sur cette vague xénophobe et qui fait une campagne véritablement efficace aussi. Elle était plutôt en perte de vitesse, il y avait des dissensions internes, elle était en train de se refaire à cette occasion. Là c'est un réflexe pavlovien. Hein. Chaque attentat, que ce soit terroriste ou fait divers, on en a parlé tout à l'heure, ça fait automatiquement, ça travaille pour l'AfD. Et alors, pour revenir à leur réaction imminente sur Twitter, c'était « Merci pour le terrorisme en Allemagne et en Europe. Merci Madame Merkel pour le terrorisme. » C'était 1 heure après les faits. On n'en savait rien de terrorisme. Et un peu plus de temps après, dégoûte contre les Merkel et les idiots de la gauche. Effectivement, l'Alternative pour Deutschland marche sur le tout sécuritaire, et ça les parallèles en France. Hein. Le tout sécuritaire qui s'invite dans le débat politique en France, de la même façon. Je veux dire, c'est devenu un phénomène européen. Et à chaque fois qu'il y a un attentat terroriste au nom de Daesh, il y a remontée de l'extrême droite, il y à le sentiment d'impuissance des politiques et de l'état de droit. Par conséquent, ça, c'est un phénomène, à mon avis, qui fait que, à court terme, les extrêmes droites en Europe auront vraisemblablement une participation plus importante aux parlements nationaux. Il faudra faire avec, et surtout, je crois qu'il faut aussi montrer aux citoyens que ces dangers ne sont rien par rapport aux dangers de guerre dont ont souffert les sociétés européennes, par exemple, au XXe siècle, la Première, la Deuxième Guerre mondiale, les autres guerres. Je veux dire, c'est quand même toujours tragique d'avoir 84 personnes ou 130 personnes ou 16 personnes. Mais on va s'en sortir, c'est ça que vous êtes en train de dire. Mais ça n'a rien à voir quantitativement. La dimension symbolique, si vous voulez, est de loin supérieure à ce qu'on pourrait appeler l'épreuve du réel. Mais est-ce que l'imaginaire et l'état de peur dans lequel on est en train de commencer à vivre aussi, c'est pas très lourd? On a un imaginaire angoissé qui est disproportionné. Est-ce que c'est pas ça le pire, justement? La menace, si vous voulez, dont il ne faut absolument pas sous-évaluer la portée, mais dont il ne faut pas non plus évaluer sur un plan apocalyptique la portée. Oui, et en plus, j'ajoutais, aujourd'hui, c'est pas seulement les médias qui reflètent ce qui se passe. Les vidéos qu'on a vues sur Munich, mais c'est les vidéos de quelqu'un qui était en face avec son smartphone. Donc, en dehors de la réponse, mettons, encore plus organisée par les médias professionnels, on a et ça a été le cas à Nice aussi, les vidéos du camion qui passaient. Voilà, mais on a un monde parallèle où ça fait énormément de traction et ça influence l'imaginaire d'une population en totalité. Mais on comprend aussi à quel point c'est difficile maintenant de rétablir l'union sacrée. On le voit bien dans la classe politique française post-attentat de Nice, elle n'a pas duré. On voit bien que l'opposition attaque de tout feu le gouvernement en place et que donc il y a polémique même des partis très traditionnels, sans parler de l'extrême droite. Et donc ça, on voit bien que la cohésion sociale est attaquée, fragilisée, que c'est d'ailleurs le but de l'opération du point de vue des terroristes qui est parfaitement réussi. C'est-à-dire on voit voler... Diviser les populations, c'est l'objectif de Daesh. Cette cohésion... Et je crois que c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le panneau justement des terrorismes et de l'extrême droite ou des populistes qui justement vont dire on veut le tout secrétaire, il faut un État presque orwellien, contrôle total. Non, la réponse doit être plus de démocratie, peut-être un peu plus de permanence, et je ne suis pas naïf aussi, une répression, comme disait Claude un peu plus tôt, il faut aussi une répression forte, tout à fait. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'instauration d'état d'urgence en Allemagne, que je sache, qui pourtant est autorisée par la Constitution. Oui, mais donc, pour la ville de Munich, on a été très très près. Il manquait juste l'intervention de la Bundeswehr, et au fait, il y avait une centaine de personnes qui se sont préparées, sanitaires, les hélicoptères. Le mot de la fin, Farhad Khosrow-Khavar, dans le discours de nos politiques, alors qu'on entre dans une année cruciale en termes politiques, et pour l'Allemagne et pour la France. Sur quoi il faut mettre l'accent? Moi, je crois que les deux souffrent du même mal, mais en même temps, je crois qu'il faudrait garder raison. Et garder raison, c'est faire appel, si vous voulez, au caractère adulte de la population et de la société. Les sociétés européennes, si on leur dit la vérité, elles ne sont pas si bêtes que ça. Elles comprennent que la menace est là, mais en même temps qu'il ne faut pas en exagérer la portée et il faut que la démocratie soit préservée envers et contre tous.
Merci beaucoup. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous pour le débat de ce soir. On va passer tout de suite et on va probablement reparler de ces attaques en Allemagne. On passe à un œil sur les médias avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir à tous. On reparle évidemment de ces événements en Allemagne sur la toile, les réseaux sociaux. On parle à l'instant de la réactivité, de l'hyper-réactivité, parfois des réseaux sociaux notamment. Eh bien, il se trouve que les chaînes d'information sont critiquées pour leur manque de réactivité après l'explosion d'Ansbach en Allemagne. Alors c'est vrai que c'est sur les réseaux sociaux qu'on a d'abord trouvé l'information, réseaux sociaux qui sont aussi à la caisse de résonance de toutes les rumeurs. Alors il faut faire attention. Et puis ces derniers temps, il y a pas mal d'actualités tragiques, pas mal d'attentats. Alors beaucoup d'internautes se sont jetés sur les chaînes d'information pour tenter de savoir ce qui se passait en Allemagne. Et ils n'ont pas forcément trouvé d'infos. Ils s'en sont d'ailleurs émus sur les réseaux sociaux, comme ce tweeto qui dit apparemment chez BFM et iTélé, tout le monde dort. Je répète, tout le monde dort. Hashtag Ansbach. Et puis il y a cet internaute qui dit heureusement qu'il y a Twitter pour s'informer de la situation. Attentat qui ne semble intéresser ni BFM ni iTélé. Alors par la suite, évidemment, ils vont largement évoquer cette actualité. Toujours sur Internet, ici, sur le site de Courrier International, sur le fait qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que cette province allemande soit frappée. C'est ce que souligne un certain nombre de titres de la presse allemande, alors que ce site Internet, celui de Süddeutsche Zeitung, s'inquiète de voir une forme d'émulation apparaître. On souligne ici que la couverture médiatique très importante de ce genre d'événement peut-être donner des idées à quelques rares personnes qui pourraient être interpellées par cet événement. On évoque ici un certain nombre de psychologues qui insistent sur le fait qu'il ne faut pas nourrir le narcissisme de certains. On souligne aussi qu'on pourrait peut-être, comme le soulignent certains psychologues, pixeliser les visages, voire ne pas donner les noms. Alors ça suscite un débat. Sur le site internet de Euronews, on donne la parole à ces citoyens en évoquant cette angoisse qui gagne du terrain en Allemagne. Alors il ne faut pas céder à la psychose, mais évidemment du côté de cette région du monde, la peur gagne. Le site du Huffington Post, lui, souligne pourquoi l'Allemagne est une cible pour les terroristes de Daesh, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup parlé de la France et l'Allemagne était moins évoquée, mais l'Allemagne est présente indirectement sur les théâtres des opérations. Par exemple, l'Allemagne participe au ravitaillement des avions qui survolent la Syrie et l'Irak. L'Allemagne a aussi participé à la formation de combattants kurdes. Donc finalement, l'Allemagne est tout de même beaucoup plus impliquée que les médias l'ont parfois suggéré. Et donc voilà les raisons pour lesquelles l'Allemagne est aussi une cible pour les terroristes de Daesh. Des messages de soutien également sur ces mêmes réseaux sociaux, messages adressés à la policière Sandra Bertin. Ça concerne Nice cette fois. Ça concerne Nice. Cette information a largement été commentée. Elle a occupé pas mal les médias français. Sandra Bertin, c'est la responsable de la surveillance, de la vidéosurveillance à Nice. Elle était présente au moment de l'attentat de Nice, devant ses écrans avec ses équipes. Elle a raconté par la suite qu'elle a été harcelée pendant 1 heure. On lui a ordonné de taper les positions de la police nationale qu'elle n'avait pas vu à l'écran. Alors évidemment, ça a suscité de très nombreuses réactions, notamment celle de Bernard Cazeneuve qui a décidé de porter plainte pour diffamation. Mais sur les réseaux sociaux, c'est des réactions de soutien. Il y a eu des pages qui ont été créées, notamment sur Facebook, soutien à la policière qui a dénoncé les pressions mensongères, ou cette autre page sur Facebook très politisée, soutien à la policière et inculpation de Cazeneuve par la haute cour. Alors là où il faut faire attention, c'est que cette policière, eh bien, elle aussi était très politisée. C'est ce que nous explique le site du Parisien, qui s'arrête un instant sur sa vie sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Facebook et sur Twitter, où elle ne cachait pas sa sympathie pour la droite, et notamment pour Christian Estrosi, qui est depuis le lendemain de cet attentat de Nice en guerre ouverte avec Bernard Cazeneuve ou encore Manuel Valls. Elle ne cachait pas ses antipathies pour une partie de la gauche. Et comme le souligne ce journaliste, Frédéric
Frédéric Dumoulin, eh bien, elle a supprimé son compte Twitter et son profil Facebook. Alors pour certains, c'est révélateur du fait qu'elle n'avait pas forcément envie qu'on s'arrête sur ce profil. Et puis le site du Nouvel Obs qui souligne aussi un autre élément. La policière de Nice affirme avoir reçu des pressions du ministère de l'Intérieur, mais son rapport n'était pas adressé à un membre du cabinet de Bernard Cazeneuve. Donc il y a comme un paradoxe. Alors certains soulignent qu'elle n'était pas forcément au courant, mais en tout cas, ce site internet, celui de Marianne, explique que la commissaire a échangé avec le numéro 3 de l'état-major de la DCSP, qui n'est pas lié à Bernard Cazeneuve. Et puis, sur le site du Lab européen, Jean-Jacques Urvoas s'étonne, lui, qu'elle n'ait pas alerté le procureur, mais qu'elle ait alerté le JDD. Voilà, Bernard Cazeneuve, lui, qui porte plainte pour propos diffamatoires. Allez, rapidement, les politiques français qui tentent de surfer sur la folie Pokémon Go. Alors, Pokémon Go, c'est ce jeu avec des petits personnages virtuels qui trouvent place dans la réalité. Alors, depuis quelques jours, on en parle beaucoup, c'est même la folie. Et les politiques, eux aussi, tentent de faire un petit peu leur pub autour de ce jeu. Bruno Le Maire, lui, évoque ses très nombreux déplacements politiques, 400 déplacements depuis 2013 et beaucoup à venir. Peut-être qu'il croisera un Pokémon. Alors, cette petite opération de com aurait pu fonctionner, mais comme les souligne le spécialiste, pour jouer à Pokémon Go, il faut tenir son téléphone à la verticale. Et ce n'est pas ce que fait Bruno Le Maire. Donc, on s'aperçoit, c'est raté. Et puis, du côté de Laurence Rossignol, on a aussi tweeté. Elle imagine déjà un nouveau jeu pour favoriser les échanges, la curiosité et l'attention à l'autre. C'est mal parti, là. C'est mal parti. En tout cas, certains n'ont pas hésité à rappeler qu'elle a joué à un autre jeu pendant son travail. C'est un exemple pour tous, ironise cet internaute. Toujours sur Twitter, on a aussi la réaction de Cécile Duflot. Pour elle, c'est la puissance rassurante de l'esprit d'enfance, de la chasse au trésor. Et puis, il y en a une qui aurait peut-être mieux s'abstenir de tweeter. C'est Isabelle Balkany qui écrit « Quelqu'un explique aux vieilles dames pour leurs petits-enfants ce qu'est Pokémon Go ». Un internaute lui a répondu, c'est comme les affaires judiciaires, plus on en collectionne un peu partout, plus on a de l'expérience. Et tac, voilà qui est répondu. Merci beaucoup Karim, merci à tous les trois d'avoir été mes invités, tous les quatre. Cyclone Monique m'entend toujours. C'est la fin de ce débat, la fin de ces 2 heures d'infos non-stop en direct, mais pas en direct. Revient dans quelques instants, vous restez avec nous sur France 24.